Je pense que le sport, ça a été mon premier outil de développement personnel. J'avais envie, voilà, de créer quelque chose qui aide les humains finalement à mieux traverser notre existence, quoi. Je trouve que on est dans un monde difficile, pas très positif. Il y a beaucoup de choses sombres un peu au-dessus de nos têtes. On va de crise en crise, de confrontation en confrontation. Enfin, voilà, c'est dans un monde pas facile. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peace and Flow. Aujourd'hui, j'accueille Boris Pourreau, un entrepreneur inspirant qui a pour mission d'aider les gens à mieux vivre par le sport, le bien-être et la nutrition. Il a notamment fondé Running Heroes, devenu ensuite Sport Heroes, qui avait pour but premier d'inciter les gens à faire du sport en créant une communauté de gens engagés pour leur santé. Après avoir passé près de 10 ans à développer la boîte, il décide de revendre et de repartir à zéro avec Mindday, la start-up qui aide chacun à prendre soin de sa santé mentale de manière autonome. Parmi tout ce que vous allez découvrir dans cet épisode. Le condensé des 10 ans d'histoire de Sport Heroes, de l'idée à la revente en passant par le développement. Comment et pourquoi il a créé la toute première course connectée au monde. Et pour finir, une anecdote sur le marathon de Paris, pour lequel il s'est engagé à pousser une dame en fauteuil roulant sur une partie du parcours. Le problème, c'est que tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Sur ce, je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse apprécier mon entrevue avec Boris Pourreau. Bonjour Boris, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Elodie. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour démarrer s'il te plaît ? Écoute, oui, je m'appelle Boris Pourreau, j'ai 37 ans et voilà, je suis passionné de sport depuis que je suis enfant, passion qui a été transmise beaucoup par mon papa et donc pratiquant de sport ce qui occupe beaucoup de mon temps libre et on va en parler, je pense, mais entrepreneur aussi et j'ai essayé de concilier passion et métier. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, toi, c'est quoi ton histoire avec le sport et qu'est-ce que le running a représenté pour toi ? Mon histoire avec le sport, j'ai fait beaucoup de sports différents. Je pense que j'ai commencé à faire du sport quand j'avais autour de 3 ans, je dirais. Mon père était assez investi dans l'école, il était entraîneur de l'équipe de foot de l'école. Donc il m'amenait au début sur le bord du terrain, puis après il me faisait un peu participer, même si souvent j'étais plus petit que tout le monde, mais voilà, c'était une première introduction un peu à cet univers du sport. Moi j'ai commencé plutôt gamin en faisant du judo, pas mal d'années. Ensuite j'ai fait du foot, j'ai testé plein de sports différents. Je me suis mis au tennis à l'âge de, je sais pas, 11 ou 12 ans. Donc, on va dire que j'ai fait beaucoup de sport et la manière dont je faisais du foot, etc. C'était déjà pas mal de course à pied et d'entraînement fractionné parce que je courais dans tous les sens. Mais je me suis après mis à la course à pied plutôt autour de 14 ans. Alors, la petite anecdote marrante, c'est que je m'y suis mis parce que à 14 ans, j'avais un peu d'acné, des boutons, etc. Et je me rappelle que ma dermato m'avait dit, si tu veux, un truc qui fait du bien, c'est que tu peux essayer de faire du sport, des trucs qui font transpirer, ça fait toujours du bien. Et en fait, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que ça tienne, je vais transpirer. Et donc, en fait, je pense que, si j'y repense, j'ai commencé vraiment à courir comme ça. Et je pense que mon premier 10 km, je l'ai fait un peu dans ce contexte-là. Et en fait, je me suis pris au jeu. Je me suis rendu compte que j'y arrivais plutôt bien. Tu vois, je me rappelle le premier 10 km que je fais, donc mon tout premier footing, je me dis, allez, je vais courir. Je m'étais dit, je vais faire 10 km. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas les montres connectées, tous les trucs qu'on a aujourd'hui. Donc, j'avais une boucle où je savais qu'elle faisait à peu près 10 km, parce que je l'avais fait en vélo une fois, voilà. Donc, je fais cette boucle-là. Je regarde mon temps, alors je sais plus ce que c'était. Et je me rappelle, c'est le compétiteur qui est en moi. Tu vois, je me rappelle rentrer de ce footing, aller chercher le quid. On avait ça chez mes parents, là, avec tous les records, etc. Et regarder ce que c'était le record sur 10 km du monde pour essayer de me comparer, tu vois, premier footing, record du monde. Et je crois que je m'étais dit, en plus,
Ouais, ça va, t'es pas si loin pour un premier. Voilà, donc j'ai commencé un peu comme ça. OK. Et aujourd'hui, le sport, ça représente quoi pour toi? Ça occupe un peu, quelle place dans ta vie? Ah ben du coup, j'ai commencé comme ça et j'ai jamais après abandonné, j'ai jamais arrêté. Donc j'ai fait beaucoup de courses à pied. En parallèle, je suis pas mal de vélo parce que c'était assez complémentaire et ça me plaisait aussi dans ces efforts d'endurance. Je pense qu'en pratiquant, j'ai appris à aimer un peu tout ce qu'il y a autour de la course à pied, la connaissance de soi, le dépassement de soi, l'aspect mental, un peu la souffrance aussi, et forcément les endorphines, tout ce qu'il y a dans l'après-effort, qui est un peu la drogue du coureur, quoi. Donc depuis que j'ai commencé à 14 ans, j'ai toujours couru. Donc tu vois, moi j'ai 37 ans, ça fait 23 ans que je cours. Euh, et quand je dis 23 ans que je cours, je pense qu'il n'y a pas eu, sauf si blessure ou cas vraiment particulier, mais 2 semaines sans que je cours au moins 2, 3 fois, quoi. OK. Euh, et aujourd'hui, je fais plus du triathlon. J'essaye en fait, le fait de faire que courir, ça engendre quand même pas mal de blessures et un peu de lassitude, etc. Donc j'essaye de croiser maintenant. Donc je fais du triathlon, pas mal de vélo, un peu moins de natation parce que c'est moins mon dada. Et là récemment, je me suis remis au tennis aussi. Donc voilà, j'essaye de concilier pratique, essayer de me challenger sur des objectifs, quelques performances. Et j'essaie de garder, c'est pour ça que j'ai repris le tennis quand même, un aspect un peu ludique qu'on a un peu moins dans la course à pied. Et je trouvais sympa aussi d'avoir quand même un sport qui est un vrai jeu, quoi. OK. Est-ce que tu dirais que ta pratique du sport, t'aide, est-ce que tu retires des enseignements de ta pratique sportive et que tu peux appliquer dans ton quotidien? Je pense par exemple à l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux faire on va en parler un peu plus juste après, mais est-ce que tu peux faire des parallèles, voilà du de ta pratique sportive qui t'ont aidé, dans ces projets-là, par exemple? Énormément, énormément. Et je pense que le sport, ça a été mon premier outil de développement personnel. En tout cas, c'est comme ça que j'aime bien le raconter. C'est enfant, ado ou jeune adulte. J'ai beaucoup utilisé le sport pour me construire. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup retiré des différents sports que j'ai pu pratiquer, des enseignements un peu différents. Euh, et je me rappelle ça, je m'en suis rendu compte très tôt parce que quand j'ai fait mes études et que je passais des entretiens pour rentrer dans des écoles et qu'il fallait se présenter, c'est difficile de se présenter quand on a 18 ans ou 19 ans, on n'a pas non plus fait grand-chose. On a tous fait à peu près la même chose. En plus, on est tous passés par collège, lycée, donc bon, pas très original. Et donc je m'étais dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Et je m'étais raconté à l'époque, je me rappelle, au travers du sport, où j'avais justement expliqué que dans le judo, tu vois, j'avais plus appris en tant qu'enfant le rapport aux autres, le respect, parce que c'est un sport où il y a énormément de respect. Le fait en quelque sorte, que ce soit un sport de combat et de contact, mais c'est très respectueux. Euh, dans le judo, j'ai appris aussi le fait que des fois tu gagnes et des fois tu perds. C'est très confrontant parce que dans le judo, t'as vraiment quelqu'un qui t'immobilise et tu peux plus bouger et il faut accepter ça, quoi. Et accepter en fait que des fois on gagne, des fois on perd, mais que c'est ok, ça fait partie de la vie, quoi. Euh, Ensuite, quand j'ai pas mal joué au foot, c'est un sport collectif, donc il y a des émotions d'équipe. Euh, on comprend que on a tous des qualités différentes, mais si on compose bien, si on est tous chacun à sa place, si chacun fait bien son boulot en quelque sorte, bah, on a des chances d'avoir une équipe performante et de gagner le match. Donc c'est assez chouette dans le fait de comprendre que on n'est pas tous les mêmes, on a tous nos forces et nos faiblesses, mais si on compose en utilisant intelligemment les atouts de chacun, alors on peut faire un truc de sympa. Et dans les émotions vécues ensemble, bah, je trouve ça assez chouette, quoi. J'ai fait un peu de rugby aussi, où pour le coup, on l'a encore plus le côté un peu à la vie, à la mort, et voilà. Je pense que le tennis, c'est le sport le plus mental que j'ai fait. J'ai l'habitude de dire, tu vois, en tennis, quand tu passes 1 heure sur un cours, en fait, en temps de jeu, ça doit représenter 10 minutes. Et les 50 minutes restantes, tu ramasses des balles, tu changes de côté, tu passes d'un côté du terrain à l'autre, t'attends que l'autre serve, etc.
Donc il y a beaucoup de temps en fait d'attente pendant lesquels tu joues pas. Ben, pendant ce temps-là, ton cerveau rumine, tu penses au point d'avant, tu penses au point d'après, à ce que tu aurais dû faire, etc. Et c'est un sport en plus où on a facilement la main qui tremble, que quand tu fais un match, les nerfs qui craquent parce que tu t'agaces ou l'autre t'agace ou voilà. Donc je me rappelle que mes premières années de compétition de tennis, c'était compliqué parce que je pétais un câble, je cassais des raquettes, je balançais ma raquette, j'arrivais pas à canaliser mes émotions. Et à force, en fait, ça m'a appris justement à maîtriser un peu plus mes émotions, garder la maîtrise de moi, même quand je suis pas content, même si je suis en colère, même si voilà. Et, euh, et un petit peu aussi à euh, faire de la visualisation et essayer de penser à des choses positives dans les mauvais moments, en quelque sorte. Voilà, tu perds 4-0, tu mets pas une balle dans le cours. Qu'est-ce que tu peux te raconter dans ta tête pour pas sortir du match, pour essayer de remonter? Et c'est beaucoup d'histoire, beaucoup de visualisation. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et après, la course à pied, c'est un sport d'abnégation, de détermination. Au contraire, là, faut apprendre un peu à débrancher le cerveau parce qu'il t'envoie plein de signaux de ça fait mal, c'est dur, tu vas pas y arriver, les jambes font mal, j'ai plus de souffle. Enfin bref, tout pour arrêter. Et il faut que tu arrives à trouver des solutions pour le convaincre de continuer. Et je trouve qu'il y a un côté en plus dans la course à pied méditatif, parce qu'en fait c'est un geste qui est assez... c'est pas comme le tennis par exemple, où on doit quand même se concentrer à bien se placer, à faire le bon geste, etc. La course à pied, c'est mettre un pied devant l'autre. Il y a de la technique, ça serait trop facile de juste dire ça, mais il y a beaucoup de technique. Mais globalement, c'est quand même un geste qu'on maîtrise tous plutôt bien. Donc en fait, on peut le faire un peu en mode pilote automatique. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté instant présent, méditatif un peu. Euh, donc ça, je pense que ça m'a aussi appris à faire le vide, prendre de la distance avec mes pensées. Ça a été longtemps, même encore aujourd'hui, mon remède quand je suis face à un problème et que je trouve pas de solution. Je me dis bon, là t'as pas de solution, on va faire un footing, on sait jamais, il y a peut-être une solution qui te viendra en courant. Et en fait, ça arrive souvent. Et du coup, je m'étais d'ailleurs intéressé à pourquoi est-ce que ça arrive quand on fait du sport en général, mais notamment de la course à pied. Et en fait, il y a une raison assez biologique, quoi. On augmente le système cardiovasculaire, la circulation du sang, l'oxygénation du cerveau. Et en fait, la machine se met un peu plus en route. C'est valable pour le corps, c'est valable pour le cerveau. Et donc, et on a des émotions différentes en plus. Donc, il y a tous les bons arguments pour avoir des nouvelles idées, trouver des solutions aux problèmes qu'on peut avoir dans la vie. Donc voilà, donc tous ces sports, ils m'ont appris énormément. Et clairement, ces apprentissages, ils s'arrêtent pas au domaine du sport. On s'en sert après dans la vie de tous les jours, que ce soit la vie personnelle d'ailleurs ou professionnelle. Euh, je pense en tant qu'entrepreneur être plutôt doté un bon esprit d'équipe, plutôt combatif et persévérant. Euh, En même temps, je pense que je suis assez réaliste. J'accepte quand je gagne, j'accepte quand je perds. Euh, et voilà. Et donc, et je sais que ça peut être long de créer une boîte de la même manière que voilà quand on démarre pour un marathon. Faut pas être pressé de terminer, ça peut être long. Il y a plein de choses qui vont se passer. Faut accepter le chemin, quoi, sans vouloir trop vite voir le bout du chemin et la destination. Et en fait, je m'en sers beaucoup de tout ça. Ouais. Ok. Justement, j'ai vu un post il y a quelques jours dans lequel tu disais que Sport Heroes venait de fêter ses 10 ans. Donc, boîte que tu as créée il y a un peu plus de 10 ans. Ouais. Comment tu en es venu à penser ce projet? Quel était le but premier à la base? Bah écoute, en fait, moi j'ai fait des études, enfin j'ai fait plein de choses différentes dans mes études. D'abord un petit bout en école d'ingénieur, après je suis allé en fac de sport, après j'ai fait une école de commerce. Et quand j'ai commencé à bosser, j'ai commencé dans des grandes boîtes, sur des jobs qui m'intéressaient pas énormément, dans des organisations en plus très structurées, très cadrées, où j'étais pas du tout dans un contexte épanouissant. Et assez vite, au bout de quelques années, je me suis dit,
tu vas pas rester comme ça dans ces boîtes-là, tu vas devenir fou, il faut que tu fasses un truc qui te plaise vraiment. Et voilà, je me suis dit, c'est quoi ta passion depuis que t'es gamin, c'est quoi qui te fait vibrer? Et je vais pas chercher longtemps avant de me rendre compte que c'était le sport. Et, euh, et en fait, j'ai essayé de bosser dans le monde du sport. À cette époque, j'ai commencé à envoyer pas mal de CV dans des boîtes diverses et variées, des organisations d'événements sportifs, des marques de sport, du conseil, des cabinets de conseil dans le monde du sport, enfin voilà, toutes sortes d'acteurs. Et en fait, j'étais jamais reçu. Et la particularité quand même du monde du sport, c'est que c'est un petit milieu assez fermé. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient de travailler dans le monde du sport. Et en fait, moi, j'étais dans la situation où j'avais, je sais pas, 22, 23, 24 ans, donc j'étais jeune. J'étais un vrai sportif, parce que pratiquant depuis longtemps, plutôt un sportif aguerri. J'avais envie d'aller travailler là-dedans. Mais comme j'avais pas commencé dès le départ là-dedans, j'avais pas fait de stage, j'avais pas fait de mes premiers emplois dans le sport, bah, j'étais déjà en quelque sorte catégorisé, tu vois, ok, lui il a jamais travaillé dans une autre boîte de sport, donc c'est moins bien. Euh, et donc c'était hyper difficile parce que j'étais même pas reçu un entretien, quoi. Je me disais et souvent quand j'arrivais à discuter avec des gens, ils me disaient ah ouais, on aime bien quand même prendre des gens qui sont déjà dans le secteur. Je dis bah d'accord, mais bon, comment on fait pour être dans le secteur? Faut bien qu'on y rentre à un moment. Et je suis pas non plus, c'est pas comme si j'avais 65 ans, quoi. J'ai encore 24 ans. Je pense que je peux encore apprendre plein de trucs. Et j'y arrivais pas. Et en fait, à un moment, je me suis dit bon bah je vais pas rester à la porte toute ma vie. Et en parallèle, quand même mûrissait l'idée de créer ma boîte, euh, être libre, mener des projets. C'était en 2013, donc c'était un peu le début des startups, de toutes ces petites boîtes digitales qui deviennent vite grandes, et tous les nouveaux services un peu qui commençaient à se développer à droite à gauche. Et donc, en croisant un peu ces idées-là, je me suis dit bon bah, est-ce que c'est pas le moment finalement, un, de créer ma boîte, deux, dans le monde du sport. J'aime bien la technologie, j'ai l'impression qu'avec la technologie, on peut créer une entreprise avec peu de moyens, donc et en même temps que ça décolle assez vite. Donc en mettant un peu tout ça bout à bout, je me suis dit ouais, j'ai envie de créer une boîte tech dans le sport qui permette d'offrir un service nouveau qui n'existe pas. Euh, et en fait, en y réfléchissant, du coup, il y avait tous les acteurs du tracking qui étaient déjà arrivés, les montres Garmin, Polar, Suunto. Il y avait des applis comme Runtastic, Runkeeper, euh, Nike Plus à l'époque. Je sais plus si ça s'appelle comme ça encore. Si, peut-être que ça s'appelle encore comme ça. À l'époque, il y avait une appli qui s'appelait Endomondo, qui était assez grosse aussi. Et puis c'était le tout début de Strava. Je crois que moi, je me suis inscrit vraiment au début, et tu vois, je regardais il y a pas longtemps, c'était 2012, tu vois, où je me suis inscrit. Donc, Strava, ouais, ça doit dater peut-être, aller de 2009, un truc comme ça, peut-être, et le temps que ça arrive en Europe, ça a pris 3 ans. Mais c'était le tout début de Strava. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, il y a, voilà, la chose qui a changé déjà, c'est qu'avant, les gens qui faisaient de la course à pied, ils allaient courir, ils avaient éventuellement un chronomètre, et c'était tout. Aujourd'hui, la plupart ont des montres connectées ou des applis sur leur téléphone, même pour le coureur amateur, on va dire, qui en est pas au stade de s'acheter une montre connectée. À minima, il a un smartphone et c'est facile d'avoir une appli, en plus elles sont gratos, une appli de course. Donc tout le monde a ça. Et qu'est-ce que ça change? En fait, ça change que chaque activité sportive, chaque sortie est associée à de la data. C'est que quelque part dans le cloud ou sur les serveurs de ces boîtes-là, on a la data de à telle heure, tel jour, est allé faire un footing, telle personne, ça a duré tant de temps, il a fait tant de kilomètres, donc c'était à telle allure. Il y a même des infos de dénivelé, des trucs de machin. En fait, je me suis dit, c'est une mine d'or incroyable.
Euh, et ça transforme quand même un peu notre monde de sportif, de se dire que euh, on est passé de la même pratique où tout était finalement inconnu de chacun à énormément de données, énormément de connaissances et la possibilité en plus du coup de vérifier qui fait quoi, en combien de temps, etc., etc. Et donc je me suis dit ça, c'est un changement un peu structurel qui peut-être peut laisser place à des opportunités. Et en réfléchissant à moi, quel était moi mon rapport au sport, à quoi j'avais envie de servir, qu'est-ce qui était important pour moi, assez vite, je me suis dit, j'ai pas forcément envie de faire un service pour le haut niveau parce que c'est pas forcément l'endroit où j'ai envie de me positionner. Moi, et assez vite, je me suis dit, moi, ce que je voudrais, c'est inciter les gens à faire du sport et notamment soit inciter à ceux qui en font déjà, mais qui ont besoin de garder leur motivation dans le temps, soit tous ceux qui en font pas vraiment. Il y en a quand même beaucoup. En France, c'est 50% des Français qui font jamais de sport. Donc c'est quand même beaucoup de gens. Et comment on peut inciter ces gens-là à faire du sport, sachant qu'en fait, s'ils en font pas, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de raison suffisante dans le sport en lui-même pour en faire, quoi. En gros, ça veut dire que le fait de passer un bon moment, c'est pas un bon motif, ou en tout cas, ils trouvent pas qu'ils passent un bon moment en faisant du sport. C'est pas pour rencontrer du monde, c'est pas pour être plus en forme, pour perdre du poids. Toutes ces raisons-là, elles ont pas marché puisqu'ils en font toujours pas. Donc je me suis dit, ben, il y a peut-être un truc à créer, un peu comme finalement la carte de fidélité d'un magasin qui récompense quelqu'un qui vient souvent acheter des trucs. Je me suis dit, ben, est-ce que le sport, on pourrait pas créer une sorte de carte de fidélité de la pratique sportive, c'est-à-dire plus je fais du sport, plus je gagne des points et ces points me permettent de faire plein de choses, d'avoir des cadeaux, des réductions, des expériences, voilà. Et donc ce qui avait rendu la chose possible, c'était qu'il y avait de la data, donc on pouvait vérifier en fait les activités des uns et des autres. Donc ça devenait assez faisable et et en même temps pour l'utilisateur simple, parce qu'en gros j'ai rien de plus à faire que ce que je fais, c'est-à-dire aller faire mon footing et euh, et j'ai un service en plus, j'ai une expérience en plus. Donc voilà, et on a donc ça c'était l'idée de départ, hein, c'était Running Heroes. J'ai trouvé un associé, Jean-Charles, qui était capable de développer ce service, et donc on a commencé l'aventure à deux. Euh, et notre vision, c'était ça, c'était inciter ceux qui font pas de sport à en faire, ou ceux qui en font un petit peu à en faire davantage. On savait très bien que il y aurait des mordus de course à pied qui seraient là et qui profiteraient du service. Mais eux, à la limite, qu'on existe ou qu'on n'existe pas, ils allaient pas ni en faire plus, ni arrêter, si c'est déjà des grands pratiquants, on va dire. Ils seront là parce que finalement, ça leur coûte rien de bénéficier d'un service comme ça. Mais c'était pas forcément ceux auprès de qui on avait, nous, la vision et l'envie d'avoir un gros impact. C'était plutôt pour les autres, quoi. Ok. Et à ce moment-là, quel est un peu ton business model? Comment c'est un principe par abonnement, c'est-à-dire les gens te découvrent, ils prennent un abonnement et après ils ont ce système de fidélité? Ah non, pas du tout. Non, non, du coup, en fait, on fait un service qui est gratuit pour l'utilisateur. Donc, au début, c'était qu'un site internet. Il y avait même pas encore trop des applis mobiles. Il y avait pas beaucoup d'applis et c'était pas si facile de faire une appli. Donc, c'était un site internet sur lequel on pouvait s'inscrire gratuitement, connecter son tracker, donc sa montre ou son appli Strava, Garmin, Runkeeper, Runtastic, etc. Et on commence à cumuler des points. Et ces points donc sont convertibles en offres que proposent des marques partenaires. Donc, je sais pas moi, Nike, ASICS, Bio c'est bon, hein, tout un tas de marques. Et en fait, c'était les marques qui nous payaient. Les marques, on leur disait, euh, on a une communauté de gens qui font du sport, qui sont engagés pour leur bien-être, qui ont des besoins dans leur pratique sportive parce qu'ils ont besoin de s'équiper, ils ont besoin de chaussures, ils ont besoin de tenues, ils ont besoin de faire des courses, ils ont besoin de voilà. Et au-delà de ça, le discours, c'était de dire quelqu'un qui est
qui prend soin de lui en faisant du sport, il y a des fortes chances qu'il prenne soin de lui aussi en faisant d'autres choses, en mangeant correctement, en prenant soin de son bien-être mental, en prenant soin de son corps, en prenant soin de voilà. Donc il y avait plein de marques pour lesquelles notre communauté était hyper intéressante. Et donc on proposait aux marques, en fait, nous on leur disait, ben, vous pouvez faire partie de notre catalogue de marques partenaires à condition de nous rémunérer. Et donc voilà, l'objectif c'était que l'utilisateur paye rien justement, mais que ce soit les marques qui fassent fonctionner le modèle. Ok. À ce moment-là, comment est-ce que tu projettes les choses, comment tu vois évoluer le projet et au final, c'est quoi les étapes suivantes à partir du moment où tu as l'idée, où tu commences un petit peu à mettre en place le site et la suite? Bah, au début, à vrai dire, c'était plutôt un projet qui nous faisait marrer avec Jean-Charles. On s'était même pas vraiment dit qu'on allait en faire une vraie entreprise, quoi. Donc on a travaillé pendant 1 an. On n'a pas créé d'entreprise, on a réfléchi au site, à comment ça pourrait se matérialiser. On a commencé à contacter des marques en leur disant, au début on disait aux marques c'est gratuit, voilà, c'est venez participer à ce projet, mais c'est pas une entreprise, donc on va même pas vous faire payer. Et pendant 1 an, on l'a fait comme ça, sur notre temps libre. Jean-Charles, il travaillait, lui, il était ingénieur dans une grande boîte à Paris. Euh, Moi, j'étais déjà dans une logique entrepreneuriale, mais j'avais à côté un autre projet entrepreneurial sur lequel je m'étais dit, bon, ça c'est du solide, ça va faire une vraie boîte. Et Running Heroes, c'est plus un truc passion qui me fait un peu marrer. Au début, il n'y avait pas forcément cette vision-là. Et en fait, au bout d'1 an, quand on a lancé donc ça nous a mis on a pris 1 an quand même à créer le service, à lancer le site, etc. Et quand on l'a lancé, bon, on n'avait pas de budget de communication, on n'avait pas de moyens, on avait 26 ans, quoi, hein, globalement. Et on a retrouvé les documents de création de l'entreprise. On avait 3000 euros à tous les deux qu'on a mis dans la boîte et puis on a commencé comme ça. Donc, pour se faire connaître, à l'époque, j'avais écrit à plein de groupes de running sur Facebook en leur disant salut, bah, moi je suis un coureur, je lance ce service, allez voir et puis dites-moi si vous trouvez ça cool. Et en fait, en quelques semaines, on a eu plusieurs milliers, puis plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se sont inscrites. Donc nous-mêmes, on était un peu surpris de voir le truc partir comme ça. Et assez vite, du coup, au bout de quelques mois, on a des premiers investisseurs qui sont venus nous voir en nous disant nous, on serait prêt à investir un peu d'argent dans votre boîte, à une condition, c'est que vous vous mettiez à temps plein dessus. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que Jean-Charles a quitté son job, que moi, j'ai arrêté mon autre projet à côté, et on s'est dit, allez, peut-être que ça peut faire une vraie boîte, ce truc. Donc, on se met à temps plein dessus. Et c'était pas des gros montants, hein, parce qu'à l'époque, les investisseurs dont je parle, ils avaient investi 40 000 euros. Donc, on n'avait pas beaucoup de quoi voir venir, mais c'était déjà énorme pour nous à l'époque. Et donc, on s'y est mis à fond et on a commencé là, à ce moment-là, à recruter 2 stagiaires pour nous aider. Et du coup, comme on avait des stagiaires, bah, il fallait bien qu'on ait des bureaux, donc on a pris des bureaux, on a pris des premiers bureaux. Euh, et puis ça a commencé comme ça, quoi. Ça a commencé comme ça. Et notre objectif à ce moment-là, c'était faire grossir la communauté, agrandir aussi le portefeuille de marques avec qui on travaillait. Au début, on a continué de le faire gratuitement pour les marques et on s'était dit, on commencera à leur faire payer à partir du moment où on aura 100 000 utilisateurs. Donc jusqu'à 100 000, c'était gratuit. À partir de 100 000, on a commencé à les faire payer. Ok. C'est arrivé au bout de combien de temps ces 100 000 abonnés? Et 100 000, c'est arrivé au bout de 8 mois, un truc comme ça. Ok. Au bout de 8 mois, donc on a commencé nos premières campagnes payantes avec des marques. On les a faites on a lancé le service en avril 2014, mars ou avril 2014, et on a commencé à générer du chiffre d'affaires en janvier 2015. Ok. Ensuite, le projet s'est développé. À quel moment Running Heroes est devenu Sport Heroes et pourquoi avoir décidé de s'élargir?
Bah, assez vite, on a fait d'autres choses. Dès la fin de l'année 2014, on avait eu l'idée de créer une course connectée. On s'était dit, en fait, le fait de savoir qui fait quoi quand il va courir, combien de kilomètres, en combien de temps, avec quel dénivelé, etc. On pourrait créer une compétition dématérialisée où chacun fait sa course dans son coin et on prend en compte les résultats de chacun et on fait un classement et on crée vraiment comme un événement sportif avec une course et un classement, etc. Sauf que là, c'est mondial euh, et complètement dématérialisé. Et ensuite, on s'est dit, si on veut que ce truc-là fonctionne, il faut que ce soit pour une cause plus que je veux gagner la course ou je veux bien figurer au classement, parce on savait en même temps que le fait que chacun puisse choisir son terrain, qui est pas la même température, qui est pas le même dénivelé, qui est pas ci, qui est pas là, il y aurait toujours enfin, ça aurait pas pu être une vraie compétition honnête, on va dire. Mais donc on s'est dit, il faut trouver quelque chose en plus, et on s'est dit, il faut que ce soit en fait une course par équipe pour servir une grande cause, pour récolter de l'argent et soutenir une association. Et donc, on est allé voir UNICEF en disant, on pense que la cause de la protection de l'enfance dans le monde entier, c'est une cause qui peut toucher tout le monde. On voudrait créer la première course connectée au monde en faveur de l'UNICEF et récolter de l'argent pour UNICEF. Euh, alors franchement, avec le recul, je sais pas comment ils nous ont fait confiance, parce que UNICEF, c'est quand même une marque, c'est une énorme marque euh, qui fait très attention à ce qu'elle fait, parce que c'est une belle marque et c'est une grande marque. Euh, et quand j'y repense, voir deux mecs de 26 ans venir proposer une idée un peu loufoque et voilà, il fallait être un peu fou pour accepter, mais on est tombé sur des gens qui étaient un peu fous. Et donc, UNICEF nous a dit, on trouve ça chouette, banco, on le fait. Et donc, ça, c'était fin 2014. Et en avril 2015, on a lancé la première course connectée au monde. Alors maintenant, on en voit partout des courses connectées. C'est même devenu un terme un peu classique, quoi. Tout le monde dit bah, la course connectée de machin. Il y a, même sur Strava, il y a des trucs de course connectée et tout. Le terme course connectée, on l'a inventé en avril 2015. Il n'existait pas. D'ailleurs, au début, on se demandait s'il fallait dire course digitale ou course connectée, ou on savait pas trop. On avait choisi course connectée. Euh, et donc, on avait créé une plateforme spéciale. C'était pas dans Running Heroes, c'était une plateforme spéciale où tu pouvais t'inscrire, créer ton équipe de 4 personnes. Une fois que tu avais créé ton équipe, tu avais une page équipe que tu pouvais partager à des proches pour récolter de l'argent pour UNICEF. Donc, les 4 de l'équipe se motivaient en disant on va participer à la course connectée, c'est vos soutiens d'UNICEF, soutenez-nous, faites des dons, etc. Et on avait des équipes qui avaient récolté plusieurs milliers d'euros. C'était assez ouf. Et je me rappelle la date, 15 avril 2015, première course connectée. On avait, sachant que déjà, pour s'inscrire à la course, il fallait payer. Donc l'inscription était payante, c'était 20 euros. C'était un don en fait, les 20 euros. Et ensuite, on pouvait demander à des amis de soutenir en plus l'équipe. Et donc, le 15 avril 2020, on avait de mémoire un peu plus de 6000 personnes qui s'étaient inscrites. Donc c'est énorme en fait, 6000 personnes qui payent 20 euros pour faire une course connectée. Même pas sûr qu'il y ait eu une autre course d'une telle ampleur payante qui ait existé depuis. Je crois pas. Franchement, je crois pas. On avait mis le paquet, on avait embauché une agence RP. On avait eu à l'époque, pour parler de la course, comme c'était hyper innovant, on avait eu 150 articles dans des magazines, dans l'équipe, à la télé. On avait eu le jour de la course, on avait M6 qui avait suivi la course un peu dans les 4 coins de France. Enfin, ça avait fait un truc hyper chouette. Et on avait récolté 150 000 euros pour UNICEF via cette opération-là. Et en fait, ça avait pas mal changé quand même l'entreprise parce que en plus que de Running Heroes,
on avait créé ce concept de course connectée qui avait cartonné. Et en fait, on a commencé à avoir des entreprises qui nous appelaient en nous disant on trouve ça génial. Je me rappelle, la première entreprise, c'est une entreprise américaine dans le médical, qui est inconnue au bataillon, on connaissait pas, personne connaît, mais qui nous dit voilà, nous on a des milliers de salariés un peu partout dans le monde, on a une entreprise dans le monde de la santé, on a vu ce que vous avez fait, on veut faire pareil, mais interne à l'entreprise, on veut créer une course connectée pour notre boîte et on veut soutenir telle association, on veut faire exactement comme vous, mais voilà. Et donc on leur a dit pas de problème, nous on sait faire ça, on peut vous organiser votre course connectée au profit d'une association pour vos collaborateurs, etc. Et on a commencé à faire ça et on en a fait, je pense, 30 en 12 mois. Et sachant que c'était quand même du boulot d'organiser ce type d'événements. Il y avait du boulot technique, il y avait du boulot de communication, opérationnel. Donc, on les vendait assez cher. Tu vois, ça, pour te donner un ordre d'idée, ça coûtait autour de, je sais plus, 40 000 euros peut-être pour une entreprise d'organiser une course connectée comme ça. Mais après, nous, on faisait tout clé en main. Et en fait, ça a beaucoup changé quand même la phase de la boîte, parce qu'on a commencé du coup à proposer ce type de prestations. En parallèle, Running Heroes continuait de grossir et on avait de plus en plus de marques. On a décidé assez vite d'ouvrir Running Heroes dans d'autres pays. Donc on a ouvert un bureau à Londres et un bureau à Sydney dès 2015. Et dès 2015, on s'est dit, on va pas rester qu'une boîte de running, il faut qu'on aille dans d'autres sports. Et on a fait, on avait lancé Cycling Heroes dans le vélo. Et on avait même lancé un autre service qui a pas duré très longtemps. On avait lancé Skiing Heroes aussi, dans le ski. Et on avait un partenaire majeur qui était Rossignol, qui nous aidait à faire ça. Et en fait, du coup, assez vite, dès l'année 2016, on s'est retrouvé avec Running Heroes, mais aussi on était aussi un opérateur de courses connectées. On avait Cycling Heroes, on avait Skiing Heroes. Donc on s'est dit, bon, il faut qu'on change un peu le truc. On avait ajouté à Running Heroes d'autres choses, en fait. Et donc, on a essayé de trouver un nouveau nom. Et pour la petite histoire aussi, d'ailleurs, on avait embauché une agence de communication qui s'appelle BETC, qui est une grande agence parisienne, en leur disant, voilà, on veut changer de nom, on n'a pas trop d'idées, trouvez-nous un nom sympa. Ils nous ont rien trouvé de bien, donc on a juste gardé, au lieu de Running Heroes, on s'est dit, bon allez, on s'appelle Sport Heroes, et puis on s'en tient à ça. Et donc voilà, on a changé pour Sport Heroes. Ok. Est-ce que tout au long du parcours, il y a eu d'autres points d'inflexion, d'autres éléments marquants qui ont été un peu game changer pour la boîte et qui l'ont fait passer au niveau supérieur? Déjà, tout ce que j'ai raconté, effectivement, ça a changé pas mal la donne, hein, et ça nous a permis d'avoir une accélération rapide. La première année de Running Heroes, on fait, je crois, de mémoire, 700 000 euros de chiffre d'affaires, alors qu'on est une poignée dans la boîte, ce qui est énorme, hein, pour une jeune boîte qui vient de se lancer avec que des mecs de 26 et 23 ans. Et la deuxième année, on fait 2 millions d'euros. Donc ça va hyper vite. Ça va hyper vite. L'autre chose qui a vraiment changé, c'est en 2017. En 2017, j'ai eu une autre idée. Je me suis dit, la France venait de gagner le fait d'organiser les Jeux Olympiques en 2024. En fait, je me suis dit, super, on accueille les JO, c'est top. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas vraiment un pays de sport. Il y a des pays qui ont une culture sportive beaucoup plus importante que la nôtre. En Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne. Nous, on est plutôt un pays d'apéro que de sport, quoi. Même si les autres font assez bien l'apéro aussi, hein, Et du coup, je me suis dit, il y a un truc peut-être à faire pour insuffler une dynamique davantage de sport,
de culture sportive et probablement que les entreprises vont vouloir s'appuyer sur les valeurs du sport dans le cadre en plus de Paris 2024, dans le cadre d'un pays quand même qui va accueillir le plus grand événement mondial de sport. Euh, et en plus, pour les entreprises, le sport, c'est plutôt sympa parce que c'est fédérateur. De l'ouvrier au grand patron, on peut se parler de sport, on peut être réunis par le sport. Et c'est des valeurs qui sont plutôt saines, c'est des valeurs d'entretien d'une bonne santé, c'est des valeurs de dépassement de soi, de courage, d'esprit d'équipe, etc., etc. Et donc, on a créé, avec Sport Heroes, on a créé un service qui s'appelle United Heroes, qui est un programme de sport qu'on vend à des entreprises, qui leur permet ensuite d'animer le sport au sein de l'entreprise et notamment lancer des challenges entre les collaborateurs, euh, créer des challenges au profit d'associations. C'était un peu la suite de nos courses connectées, mais avec un service qui était plus événementiel à un instant T, mais qui était j'ai un programme de sport tout au long de l'année, et tout au long de l'année, je peux faire des trucs, des challenges, des défis, des compétitions entre équipes. Euh, et il y a aussi du contenu avec des articles, des vidéos, du coaching. Donc faire vraiment une plateforme de sport. Et donc ça, on l'a lancé en 2017. Alors au début, ça n'a pas marché, que ça s'est pas vendu comme des petits pains tout de suite. Ça a mis du temps. Il a fallu être résilient et continuer malgré des signaux qui n'étaient pas très très positifs au début. Et au bout d'un moment, ça a commencé à démarrer. Et aujourd'hui, pour info, Sport Heroes a décidé de ne garder que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise Sport Heroes, elle ne fait plus que United Heroes. Elle a même délégué à d'autres acteurs la partie Running Heroes, Cycling Heroes, etc. Parce qu'elle a voulu se concentrer sur cette partie-là. Et pourquoi? En fait, parce que c'est celle qui a le plus marché, le plus explosé. Je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de 500 grandes entreprises qui utilisent United Heroes, ou 500 ou 600. Donc c'est beaucoup, beaucoup de clients. Ça marche super bien. Et à un moment, stratégiquement, il fallait choisir entre les deux modèles, entre un modèle grand public, avec un business model qui était plutôt de la publicité, de l'advertising, et un autre modèle qui était plutôt destiné aux entreprises, et un modèle économique qui était plutôt sur l'abonnement à un service. Et en fait, de faire les deux, c'était compliqué parce qu'il y avait des équipes qui faisaient des trucs différents, ça manquait d'unité dans la boîte. Donc, c'est pas moi qui ai pris la décision, parce que cette décision, elle a été prise après que j'ai quitté l'entreprise, moi. Mais en tout cas, ils ont choisi de se concentrer sur cette partie-là. Donc, on peut dire que le fait d'avoir lancé ce service, clairement, ça a fait infléchir fortement la boîte. Ok. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, que c'est cette offre-là qui a le mieux fonctionné ensuite? Bah, le modèle, déjà, le fait de vendre à des entreprises, c'est des paniers moyens qui sont beaucoup plus importants. Euh, euh, Je veux dire plutôt, enfin, qu'est-ce qui a créé de l'engouement autour de ce service-là du point de vue des entreprises, justement? Pourquoi est-ce qu'à un moment, elles se sont dit, Ouais. il faut avoir ça? Bah, je pense qu'il y a plein de choses, il y a plein d'éléments de contexte, mais déjà, un changement un peu dans la société, c'est on fait de plus en plus attention à nous, à notre bien-être. Les entreprises se sont quand même transformées il y a encore 30 ans. On parlait pas de bien-être en entreprise. En entreprise, on était là pour bosser, pour avoir sa fiche de paye, et puis basta, quoi. Mais entre-temps, le monde a changé. Et aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas le discours de pour nous, c'est important, le cadre de vie des salariés, l'expérience collaborateur, comme on dit maintenant, et le bien-être de nos collaborateurs, c'est hyper important, etc. Donc, il y a eu un changement du rôle de l'entreprise qui est passé de employeur-payeur à partenaire de vie, de je vais prendre soin de mes salariés. Et donc, du coup, prendre soin de ses salariés, ça peut passer par un service comme ça, où on les incite à faire du sport, et voilà. Il y a eu... le Covid a été très accélérateur, parce qu'en fait, avec le Covid, il y a eu de la distance physique, et il y a eu beaucoup d'anxiété sur des sujets de santé, voilà.
Et donc, le service United Heroes, à ce moment-là, il répondait à ces problématiques-là parce que on parlait de santé, mais on en parlait positivement. Faites du sport pour améliorer votre santé, pour booster vos défenses immunitaires, pour être mieux dans votre tête, mieux, voilà, d'avoir un corps plus sain et une tête plus saine. Euh, et ça permettait aussi à des gens qui se voyaient plus de garder un lien, de garder un contact sympa, de participer ensemble à des challenges, euh, voilà, de faire quelque chose de sympa ensemble. Et ça a perduré après le Covid, parce que comme après le Covid, ben, on est dans un monde où il y a de plus en plus de télétravail, il y a de plus en plus de distance, les entreprises cherchent des moyens pour quand même créer du lien, de la cohésion, un esprit d'équipe, etc. Et en fait, pour ça, le sport, c'est un super moyen. Et le sport digital, du coup, ça permet vraiment bien de le faire, quoi. Donc le programme United Heroes, il a vraiment bien explosé aussi à ce moment-là, parce qu'il y avait un besoin important pour ça, quoi. Et après, il y a Ok. des éléments plus contextuels, j'en parlais, de grands événements sportifs. D'ailleurs, j'ai parlé de Paris 2024, mais il y a la Coupe du Monde de rugby. Voilà, donc il y a des grands événements sportifs en France et il y a beaucoup d'entreprises qui ont envie quand même de s'associer à ça d'une manière ou d'une autre. Et donc ça a aussi aidé, je pense, le développement de Sport Hero. Ok. Avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi dans toute cette aventure? Bon, plein de trucs ont été difficiles, mais quand on crée une boîte à 26 ans, on n'est pas prêt à tout ce qui va se passer. Donc, le plus difficile, c'est que ça allait à 1000 à l'heure. C'est que on a eu de la chance, on a plutôt connu du succès assez vite. Et donc, on avait plutôt des problématiques de croissance. Mais c'était des problématiques auxquelles on n'était pas du tout préparé. Donc, au bout de 2 ans, on était 30 dans l'entreprise. Au bout de 3 ans, on était 60. Au bout de 4 ans, on était 80. Et en fait, on était tous assez jeunes parce qu'on recrutait plutôt des gens qui nous ressemblaient, donc ils avaient à peu près le même âge que nous. Euh, et c'était dur en fait de garder l'état d'esprit, la dynamique, que tout le monde comprenne bien ce qu'on est en train de faire. C'est pas pareil quand on est 5 et quand on est 80, quoi. Donc ça, c'était difficile. Et puis après, bah, quand on s'est développé, plus on s'est développé, plus on a eu quand même des investisseurs, donc quand même des comptes à rendre, des enjeux de performance, de dynamique, quoi, de croissance, etc. Et là, on est dans un jeu qui met un peu plus la pression aussi, parce que il y a des attentes, il y a des points de passage, et puis si on n'y est pas, bah, on se fait un peu tirer par les oreilles, quoi. Donc, donc voilà, c'est le fait que ça aille vite, rapidement, d'un point de vue humain, structuration, ressources humaines, investisseurs, attentes, tout ça c'était difficile à gérer et c'était beaucoup de bonheur, beaucoup de trucs cool, mais aussi beaucoup de stress et de situations un peu difficiles. Ok. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Moi, je suis pas trop du style à vouloir changer le passé parce que de toute manière, on peut pas changer le passé. Donc, je considère que j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que j'avais à l'instant T. Euh, Comme je suis toujours là et plutôt content de ce que j'ai fait, bah, je vais considérer que c'était bien, c'était ça qu'il fallait faire. Alors si on regarde dans les petits détails, il y a toujours des trucs où on se dit je referai pas cette bêtise là, je referai pas ci, je referai pas ça, mais la réalité c'est que on en fait d'autres. Si on fait pas celle-là, il y a toujours des trucs qu'on fait un peu moins bien. Donc euh, non, au global, je pense qu'on a fait du mieux qu'on pouvait avec qui on était. Euh, et même, il y a même des erreurs qu'on a faites, mais qui sont des erreurs joyeuses en quelque sorte. Je pense par exemple, on a lancé trop de pays en même temps. Donc on avait dispersé un peu nos investissements marketing. On avait des gens un peu aux quatre coins du monde qui parlaient pas forcément français. On s'était complexifié un peu la tâche. Euh, et on n'avait pas suffisamment de moyens à un moment pour pouvoir
investir massivement sur tous les territoires sur lesquels on était engagé. Donc ça, par exemple, c'était une erreur de lancer trop de pays en même temps. Mais en même temps, on a appris plein de trucs, on s'est marré, on a rencontré des gens chouettes. Je pense que sans ça, j'aurais jamais monté une boîte en Australie, à Sydney, ce qui était débile. Il n'y a pas de pays plus loin et on va aller monter la première filiale en Australie. Enfin, pourquoi pas l'Espagne ou la Belgique, quoi. C'était un peu débile. Mais en fait, avec le recul, je pense que je serai toujours fier de ça. Ça m'aura bien fait marrer. Ça m'a permis d'y aller quelques fois en plus. Et voilà, c'est l'histoire un peu de ma vie, donc c'est plutôt cool, quoi. Ok. Du coup, au bout de 7-8 ans environ, après avoir lancé la boîte, tu décides de revendre. Qu'est-ce qui a motivé cette décision et ouais, comment est-ce que tu t'y es pris à ce moment-là? Bah, ça s'est fait assez naturellement en fait. On avait besoin d'investisseurs parce qu'on voulait progresser, se développer, investir, notamment sur notre programme en entreprise. On avait besoin de moyens. Donc on a commencé à se rapprocher d'investisseurs divers et variés. Et on a rencontré la famille héritière de Decathlon. Donc famille d'entrepreneurs dans le monde du sport, qui a trouvé hyper chouette tout ce qu'on faisait. Donc assez vite, ils sont venus voir à Paris nos bureaux, ils sont venus passer une journée dans nos bureaux pour comprendre ce qu'on faisait, comment on le faisait, l'état d'esprit de la boîte, etc. Et assez vite, eux nous ont dit, nous on est chaud pour vous accompagner, on est chaud pour investir. Par contre, on a une règle, et ça c'est un peu la famille Mullier, hein. On a une règle, c'est qu'on a l'habitude d'avoir 51% de la boîte. Et on peut pas trop passer outre. Euh, et en fait, comme on a trouvé que ça avait beaucoup de sens pour Sport Heroes, quand même, cette famille d'entrepreneurs dans le monde du sport, qui connaissaient le sport, qui avaient eu en plus exactement la même vision. Decathlon, l'initiative de Decathlon, c'est rendre le sport plus accessible à chacun en permettant aux gens de s'équiper euh, pas trop cher, avec du bon matériel. Donc c'est de la démocratisation vraiment du sport, un peu comme nous on l'avait vu aussi dans le sens on va démocratiser le sport en essayant de motiver des gens qui en font pas à en faire. Donc on avait quand même une vision et une mission commune. Et donc on s'est dit on trouvera pas mieux. Ils ont des moyens, ils sont dans le monde du sport depuis longtemps, ils ont une vision et une mission qui est commune à la nôtre. Donc, bah, tant pis, même si on doit céder la majorité, il faut qu'on le fasse. Donc, ils ont d'abord investi et ils ont récupéré 51% de l'entreprise. Et un peu plus tard, quand avec Jean-Charles, les deux fondateurs, on a décidé de s'en aller, là, ils ont récupéré effectivement 100% de l'entreprise. Et pourquoi est-ce que nous, on a décidé de partir? Parce qu'à un moment, en fait, on avait on a beaucoup donné en énergie, en temps, en passion. 7 ou 8 ans quand on vit à 150 à l'heure et qu'on est à bloc tous les jours de l'année, au bout d'un moment, ça fatigue quand même. Et on sent un peu qu'on a fait le tour des sujets aussi. On avait eu plein d'idées, on avait développé plein de trucs. On n'en a pas parlé, mais on a fait un magazine papier entre-temps avec le magazine Society, Running Hero Society. Voilà, on a lancé plein de projets dans plein de pays. On a fait des ouvertures au Brésil, en Roumanie, en Espagne, en Italie. Enfin bref, des trucs à droite à gauche. Et à un moment, on avait moins d'idées, ou en tout cas, on sentait moins de renouvellement de nos idées. Et on s'est dit, c'est peut-être le bon moment en fait pour permettre et à nous de nous reposer un petit peu, et à l'entreprise d'avoir des personnes qui sont aux manettes en quelque sorte, qui ont des idées fraîches et qui vont pouvoir impulser une nouvelle dynamique. Là où nous, on se sent un peu fatigué et on a un peu fait le tour de nos idées. Et donc, voilà, peut-être une nouvelle dynamique serait meilleure pour l'entreprise. Et je pense qu'on a bien fait parce que ça s'est super bien passé ensuite. Et je pense que nous, effectivement, on avait quand même bien puisé dans notre stock d'idées, quoi. On a quand même fait beaucoup de choses. Ok.
À ce moment-là, est-ce que tu sais si un jour tu vas avoir envie, de remonter une boîte à nouveau? Est-ce que c'est quelque chose que tu projettes Oui, déjà? bah, moi j'avais compris que les grandes boîtes, c'était pas mon dada. Et par contre, j'avais adoré entreprendre, créer un projet, partir de zéro, recruter une équipe, choisir des gens avec qui on va travailler. Pour beaucoup, c'est devenu plus que des collègues, c'est devenu des amis. Euh, et puis, même si c'est difficile, ces émotions à la fois hyper positives et parfois un peu plus difficiles, bah, c'est ça qui fait un peu la vie, en tout cas telle que moi j'ai envie de la mener, une vie riche, on va dire. Donc je savais que enfin, je suis convaincu que ce serait difficile pour moi de faire autre chose qu'entrepreneur. Donc, OK, donc j'avais en tête de me reposer un petit peu et puis de réfléchir à des nouvelles choses qui peuvent m'intéresser. OK. Et du coup, peu de temps après, tu lances, Mindday. Est-ce que tu peux Ouais. expliquer un petit peu, comment est né ce projet-là, du coup? Bah ouais, ouais. En fait, je me suis un peu, j'ai pris du recul après Sport Heroes en me disant bon bah c'était super. J'étais content de la mission vraiment qu'on avait eue de d'aider des gens à faire du sport. On a eu des messages absolument géniaux, des gens pour qui je pense qu'on a été vraiment un vrai soutien, qui se sont remis au sport, qui ont perdu énormément de poids, qui sont devenus un peu des gens différents quoi grâce au sport et un petit peu grâce à nous parce qu'on les a motivés à le faire. Et donc je me suis dit c'est vraiment un truc qui m'anime, c'est euh, j'aime la technologie, j'aime le digital, mais j'aime quand c'est au service d'aider les humains, de créer un peu du mieux dans ce monde. Et j'avais envie, voilà, de créer quelque chose qui aide les humains finalement à mieux traverser notre existence, quoi. Je trouve que on est dans un monde difficile, euh, pas très positif. Il y a beaucoup de choses sombres un peu au-dessus de nos têtes. On va de crise en crise. De confrontation en confrontation. Enfin, voilà, on est dans un monde pas facile, à mon sens. Et autant Sport Heroes, ben voilà, c'était une manière quand même d'aider les gens à aller un peu mieux. Mais je me suis dit, ça serait bien de rester dans cette veine-là. En parallèle, moi, toutes ces années là dont j'ai parlé de Sport Heroes, comme c'était quand même difficile et très beaucoup de challenges à relever, j'avais été beaucoup accompagné par des coachs euh, et même des psys. Et j'avais compris, en fait, toute la puissance du cerveau et de nos pensées et dans des situations difficiles, justement, il y a toujours deux manières de voir l'histoire, quoi. Je prends toujours une métaphore qui est un peu basique, mais euh, quelqu'un qui divorce, par exemple, c'est un truc qui est pas marrant dans la vie. Hein. Personne se marie en se disant je vais divorcer, donc c'est un truc qui est pas marrant. Mais je pense qu'il y a deux manières de se raconter cette histoire-là, par exemple. Soit c'est un échec, mon mariage est un échec, euh, j'avais parié sur cette personne, finalement je me suis trompé, et maintenant je vais rester tout seul pour le restant de mes jours, et je retrouverai jamais mieux, et la suite de ma vie, ça n'est que solitude et tristesse. C'est une manière de voir le fait de divorcer. Ou alors, voilà, c'est la vie aussi. On se rencontre, on s'aime moins, on se sépare, ça fait partie de la vie. En tout cas, tout ce qui a été pris était bien bon à prendre et ça a été des bons moments. Et puis peut-être que c'est l'opportunité de d'ouvrir une nouvelle page, de rencontrer des nouvelles personnes, d'évoluer, de devenir potentiellement un peu quelqu'un d'autre, de faire des loisirs différents, de vivre à un autre endroit, de déménager, voilà. Et peut-être finalement que ça peut être aussi un renouveau dans ma vie. Voilà. Et typiquement, on peut voir une situation de deux manières tellement différentes et qui vont du coup nous mettre dans un état d'esprit et dans un mood tellement différent. Et en fait, ça, ce que je viens de raconter là, pour moi, si je dois résumer ce que c'est la psychologie, c'est ça, quoi. C'est pourquoi est-ce que des fois, on se raconte une histoire qui nous fait souffrir, quand, dans d'autres fois, on arrive à se raconter une histoire qui est hyper positive et qui nous permet d'aller de l'avant, de dépasser les traumatismes, les difficultés, etc., etc.
Moi, je m'étais rendu compte avec des coachs, des psys, etc., que quand j'optais pour la version un peu difficile, c'était pas si difficile de la changer en m'aidant. En fait, souvent j'avais besoin d'un petit coup de pouce, en m'aidant avec des outils, avec des techniques, avec des choses, à changer un peu de prisme et à voir finalement la chose un peu d'un meilleur œil. Et en fait, je me suis dit, j'ai eu de la chance d'avoir des coachs, de rencontrer des personnes, j'ai eu aussi cette curiosité de faire l'exercice. J'ai vu beaucoup de gens autour de moi qui étaient pas forcément heureux, mais qui n'avaient pas fait ce chemin-là de s'intéresser à des professionnels de santé mentale et d'aller voir comment on pouvait travailler là-dessus. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être une appli à créer qui permet un peu comme l'a fait Sport Heroes, démocratiser la psychologie, là pour le coup, au plus grand nombre, en donnant un maximum de concepts, d'outils, de ressources, de techniques pour apprendre à mieux traverser les challenges du quotidien, les défis, à mieux gérer ses émotions, parce que souvent c'est une question d'émotion aussi. Euh, voilà, donc on a créé une appli Mindday qui euh, peut être utilisée si on ressent du stress, si on ressent de l'anxiété, si on a des moments de déprime, si on a des moments où on a des relations conflictuelles avec sa famille, avec son conjoint, son partenaire, voilà. Ou si on, je sais pas, pour des gens qui ont des addictions, si on a des problèmes de sommeil, tout ça, c'est des choses qui se passent dans notre tête, et donc on a créé une appli qui permet de travailler là-dessus. Euh, et pour moi, la continuité, c'est vraiment la tête et les jambes finalement. Sport Heroes, c'était plutôt les jambes, hein, faire courir les gens pour qu'ils prennent soin d'eux. Et là maintenant, c'est via ces outils de psychologie et psychothérapie. Et je suis convaincu que ça a un impact de dingue sur la vie des gens. Et on le voit peut-être, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, encore plus que Sport Heroes. Mindday, c'est une solution, c'est un service qui change la vie des gens qui l'utilisent. Et vraiment, l'impact, il est énorme. Euh, et donc, voilà. Donc, c'est toujours dans la même veine. Ok, c'est intéressant. Et du coup, pour faire un peu le lien aussi avec ce qu'on s'est dit avant, est-ce que tu as enfin, est-ce que la plupart des gens que tu accompagnes, ou une partie des gens que tu accompagnes, ce sont des sportifs? Avec Mindday, tu veux dire? Ouais. Bah, Mindday, c'est vraiment une appli qui s'adresse au plus grand nombre. Donc, là, aujourd'hui, on a lancé l'appli il y a 1 an et demi. Il y a 400 000 personnes qui l'utilisent. Dans les 400 000 personnes, il y a forcément des gens qui font du sport. Et en plus, je suis assez convaincu qu'on attire plutôt des sportifs parce que, un peu la même logique que celle que j'ai dit tout à l'heure, quand on fait du sport, on prend soin de soi, ça veut dire qu'on prend soin de soi et qu'on est peut-être à la recherche d'autres outils pour prendre soin de soi différemment. C'est exactement moi ce que j'ai fait. Hein. Ado, j'ai fait que du sport et c'était ma manière de prendre soin de moi. Et en avançant, j'ai découvert d'autres outils, d'autres techniques et je continue à faire du sport, mais j'ai aussi fait d'autres choses pour progresser, pour me développer, pour apprendre des trucs, etc., etc. Donc il y en a. Alors c'est marrant que tu dis ça parce qu'on a récemment fait un programme autour de spécialisé pour les sportifs sur comment développer un mental de champion et comment justement dans l'adversité euh, arriver à reparamétrer un peu son cerveau et à se dépasser. Il y a plein aujourd'hui dans le sport de psychologues du sport qui travaillent avec les sportifs de haut niveau pour euh, créer des visualisations positives, des schémas de pensée positifs. Comme mon exemple tout à l'heure, hein, voilà, je joue au tennis, il y a 4-0. Comment j'arrive à me remettre dans le bon mood ou je fais de la course à pied, je suis en train de prendre le mur du marathon. Comment je finis les 12 kilomètres qui restent si on est au 30e et comment je dépasse ma souffrance. Donc voilà, on a créé un programme, il y a des séances spéciales pour travailler l'aspect mental dans le sport, quoi. Et je pense que c'est souvent quelque chose que le grand public, en tout cas les pros, ils font tous maintenant de la prépa mentale. C'est vrai que le sportif amateur, pas forcément. Il y a plutôt
travailler sur l'entraînement et sur la nutrition, pas du tout l'aspect mental. Pourtant, via l'aspect mental, il y a d'énormes gains possibles. Donc voilà, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Je te rejoins là-dessus. C'est vrai que même au niveau amateur, c'est important d'utiliser cet outil-là aussi, au même titre que, bah, la récupération, l'entraînement, la nutrition. Ouais. Pour conclure cette interview, j'ai 3 petites questions rapides à te poser. Donc la première, c'est est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué durant ta vie? Est-ce qu'il y a un livre Bah moi j'ai adoré Le vieil homme et la mer d'Hemingway, qui est une histoire de d'un vieux monsieur, de résilience, de recul sur la vie. Voilà, ça m'a beaucoup parlé quand j'étais ado. Je l'ai lu plusieurs fois, donc je dirais celui-là comme ça, instinctivement. OK. 2e question, quel est le souvenir que tu aimerais laisser derrière toi? Écoute, souvenir, je sais pas, mais je crois que j'aimerais bien me dire que de mon passage sur Terre, j'ai un peu aidé à améliorer les choses plutôt qu'était celui qui les a empirées. Voilà, je sais bien que je réglerai pas tous les problèmes du monde, que potentiellement à l'échelle de l'humanité, ça changera pas grand-chose, mais puisque quand même c'est à chacun d'entre nous d'essayer de faire des actions positives et de changer les choses, eh ben, de me dire que c'est peut-être un peu mieux que qu'avant. Voilà, déjà ça me fait plaisir. Et puis de me dire que au travers de mon métier d'entrepreneur, j'ai aidé des gens à mieux vivre, à trouver des passions, à trouver des solutions, à mieux s'accepter, à être plus épanoui. Bah déjà, ça fait ma journée, ça. OK. Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote de sport à nous partager, à nous raconter? Une anecdote de sport. Euh, Écoute, je peux raconter un truc un peu marrant. Quand j'avais, je sais pas, 26, 27 ans, je m'étais inscrit au marathon de Londres. Donc je m'étais préparé pour faire le marathon de Londres. Et, et le marathon de Londres, il est une semaine, enfin en tout cas à l'époque, il était une semaine après le marathon de Paris. Euh, et j'ai un pote, 3 jours avant le marathon de Paris, qui me dit je suis embêté, je devais pousser ma maman qui est atteinte de la sclérose en plaques durant le marathon de Paris parce que je lui ai promis qu'on le ferait ensemble. Et je suis tombé en moto, je me suis fait mal aux pieds, donc je vais pas pouvoir courir le marathon de Paris. Je cherche des potes pour quand même la pousser, quand même qu'elle puisse faire le marathon. Donc je lui dis bah ouais mais bon moi j'ai le marathon de Londres la semaine d'après, donc je peux faire un morceau mais pas tout quoi. Et donc il me dit non mais pas de problème, t'as qu'à faire les 10 premiers et ensuite je vais me débrouiller, il y aura d'autres potes au 10e, au 20e, au 30e et on va se relayer et puis comme ça on le fera en relais quoi. Je dis bah super, allez banco quoi. Et donc je vais au marathon de Paris, je prends le départ, je fais les 10 premiers kilomètres et au 10e, personne pour me relayer. Donc je lui ai dit bah sympa le cadeau, donc je continue, j'espère qu'au 20e il y aura du monde. Personne. Et je me suis retrouvé à faire le marathon en entier, en poussant quelqu'un en plus. Donc à la fin, j'avais 2 tendinites aux 2 bras, parce que c'était assez hard. Et du coup, bah forcément, mon marathon de Londres la semaine d'après, j'ai un peu souffert quoi. J'étais cuit au 25e, donc j'ai pas battu mon record. Après, c'était une super expérience et tu vois comme quoi des fois on n'a pas prévu, mais on peut pas regretter. Je regrette pas de l'avoir fait parce que c'était super chouette et c'était un moment de partage et hyper émouvant, etc. Mais du coup, j'ai fait 2 marathons en 7 jours, ce que je ne recommande clairement à personne. Et surtout pas en poussant quelqu'un sur un des deux, parce que ça rajoute un peu de difficulté. Voilà. Voilà, c'était une petite anecdote marrante. Moi, j'ai fait plein de trucs un peu débiles que des entraîneurs conseilleraient jamais. Mais bon, voilà, j'ai expérimenté plein de trucs, ça en était un. OK. Du coup, personne t'a prévenu au départ que tu serais tout seul pour les 42? Ben, je pense que je sais même pas si lui le savait, si les gens se sont défilés. J'ai fini, j'étais pas bien, donc je suis rentré chez moi un peu malade et tout, j'étais vraiment cuit. Donc je sais plus exactement ce qui s'était passé, mais je sais que je l'ai fait en entier et que c'était pas très bien.
Ok. Bah écoute, sur ce, je te remercie pour ce partage. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn ou sur Insta ou sur LinkedIn, pas mal. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et beaucoup de réussite pour la suite. Merci à toi, Elodie. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez passé un bon moment, le meilleur moyen de nous le faire savoir, c'est de prendre 2 minutes pour vous abonner et laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast et ou votre plateforme d'écoute préférée. Si vous nous regardez sur YouTube, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, ça aide au référencement. Je compte sur vous, c'est important, surtout au démarrage, donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast Peace and Flow.